Bonjour. Alors, toujours dans la réduction par bloc, j'ajoute un addendum, si c'est pas un pléonasme ça, euh, suite à une discussion avec Toto, une suggestion de Toto, qui intervient souvent sur cette chaîne de façon très efficace. Et qu'est-ce qu'il me dit? Bon, en fait, vous voyez, le problème était le suivant. On a A dans GLN de C, B c'est la matrice par bloc 0, IN, A, 0, et c'est intéressant de regarder comment la réduction se fait par bloc. Bon, donc on vérifie qu'elle est aussi dans GLN de C. On avait vu que qui B, donc le polynôme caractéristique de B, c'est qui A, mais appliqué à x2, donc il est de degré double. Bon, pareil pour mu A. Et surtout, bon, on était parti de B2. Quand on met la matrice au carré, c'est A, 0, 0, A. Alors, ce que j'avais montré, c'était que la classe de similitude de A fournissait directement la classe de similitude de B, à condition évidemment que A soit dans GLN. Voilà. Et j'ai fait avec les matrices de Jordan. Bon, c'est un choix. En fait, il y a deux façons, il y a plusieurs façons, mais disons, il y a deux façons principales d'aborder les classes de conjugaison, parce que c'est quand même un problème fin dans la réduction. Il y a une façon, on va dire, verticale et une façon horizontale. Ça, je dis ça par rapport au tableau de Young. La façon verticale, ce serait de dire, je vais chercher dans la classe de conjugaison une matrice de forme normale, c'est-à-dire en bloc de Jordan. Et deux matrices qui ont différentes, a priori, qui ont la même matrice de forme normale associée dans la classe de conjugaison, ben forcément, comme c'est des classes, elles sont dans la même classe de conjugaison. Donc ça, c'est une façon, on va dire, directe et convaincante d'obtenir, et c'est comme ça que j'avais montré ce résultat. Alors il se trouve qu'on a un autre invariant, plutôt celui-ci horizontal quand les blocs de Jordan étaient verticales, c'est la suite des dimensions des noyaux itérés pour chaque valeur propre. Là, on est dans C, hein, donc on dispose de chaque valeur propre. Voilà, hein, les valeurs propres sont dans le corps parce qu'on est en algébriquement clos. Bien. Alors, ce que je vais montrer, c'est qu'à partir du moment où A est dans GLN de C, alors les dimensions hein, des noyaux itérés pour B sont complètement déterminées par les dimensions des noyaux itérés, pour chaque valeur propre, évidemment, de A. Voilà, hein, donc ça, c'est ça que je vais démontrer. Regardez, la proposition, ça va être la suivante. Pour tout lambda de spec A, soit K indice lambda J pour A, la suite des dimensions des noyaux itérés, donc associée à la valeur propre lambda, évidemment. Alors, pour tout mu de spec de B, bon, comme mu est dans spec de B, mu est racine de qui B, donc de qui A x au carré, donc on peut dire que mu carré, c'est un lambda qui est racine du polynôme, donc qui est valeur propre de A, ce qui est racine du polynôme caractéristique de A. Donc mu2 égale lambda. La suite des noyaux itérés de B est donnée par K mu J B est égal à K lambda J A. Voilà. Donc on voit bien que toutes ces invariants de similitude, toute cette donnée qui détermine complètement la classe de similitude, c'est entièrement donné par la classe de similitude ici de A. Alors je vais commencer par vous montrer une matrice qui va sortir du chapeau, c'est J égale IN, 0, 0, moins IN. Bien. Qu'est-ce qu'elle vérifie? Elle n'est pas dans le commutant de B, ben c'est toujours important parce que ce qu'on est en train de faire, c'est finalement des cas de X modules quand on fait de la réduction. Elle n'est pas dans le commutant, donc elle ne commute pas avec B, c'est pas un morphisme de cas de X module, pour ceux qui comprennent, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, mais c'est un antimorphisme. Et ça, c'est pas mal aussi. C'est-à-dire que quand on va prendre J, B, J-1, eh bien, ça fait moins B. Donc ça, c'est quand même bon. Regardez ce que ça va nous donner. Ça va être important parce que ce B donne moins B va être important par rapport à l'invariance par la multiplication par moins 1 de x2. Regardez à quoi ça correspond J quand on est sur l'exemple suivant. A égale juste moins 1.
donc moins 1 qui est vu comme GL1 de R, donc n égale 1. Et on a R ici, bon. Eh bien, B, c'est 0, 1, moins 1, 0, d'après ça. Donc vous reconnaissez la représentation réelle de I, hein, donc le fameux I complexe. Et quand vous allez faire la conjugaison de 1 moins 1, B1 moins 1 moins 1, et bien ça fait moins B. Ça correspond exactement, puisque B c'est I, donc ça veut dire que la partie réelle de mon complexe, elle est préservée. La partie imaginaire, hein, parce qu'il faut voir ça comme XY, hein, donc XY donne X et moins Y, donc vous reconnaissez la conjugaison. Donc ça veut dire exactement que quand vous prenez Z, vous faites Z bar, c'est-à-dire vous conjuguez, puis vous multipliez par I, donc c'est B, puisque B c'est I, et vous refaites bas, donc c'est ça, et bien ça fait moins IZ, ce que vous pouvez vérifier facilement. Donc en fait, ça c'est rien d'autre que la conjugaison, donc un automorphisme du corps C. Et on sait que sur R, il n'y a que deux automorphismes, l'identité et la conjugaison. Bien, alors voilà pour dire que J ne sort pas complètement du chapeau, elle a sa raison d'être. Je vais démontrer la proposition maintenant, vous allez voir c'est très facile. Hein. Je prends un polynôme P dans C2X, je regarde J, bon donc JB, J-1 ça fait moins B, donc JB2, J-1 ça va faire B2, d'accord, etc., etc. Vous voyez bien que JBM, J-1, ça fait moins 1 puissance M, B puissance M. Ou si vous préférez, moins B, le tout puissance M. Ce qui prouve par combinaison linéaire des BM que quand je conjugue P de B, où P c'est mon polynôme, par J, j'ai P de moins B. Bon, ça c'est assez clair. Alors maintenant, je vous signale ce qu'on appelle le principe de conjugaison de translation, c'est-à-dire que j'ai ker, par exemple je prends une matrice, je vais l'appeler C, je prends ker de C, d'accord, et je le translate par J, donc je prends les J de V, J fois V, ou V parcours ker de C, eh bien c'est rien d'autre que ker de J, C, J-1. Bon, ça c'est le principe, hein, quand on translate sur l'espace, on conjugue sur les opérations sur l'espace, les opérateurs sur l'espace. Donc ici, j'ai J ker de B moins mu I de N, évidemment, attention, on est en dimension de 2N, puissance J, donc ça va être mon sous-espace, mon noyau emboîté, quoi, hein, voilà, mon noyau, ça va faire partie de mes noyaux itérés. C'est égal donc à ker, d'après ce que j'ai dit, de J B mu I de NJ, donc j'ai récupéré ça, fois J-1. Donc ça, translation, conjugaison. Et donc, d'après la formule que j'ai ici, ça veut dire que je n'ai plus qu'à remplacer B là par moins B. Voilà. Donc j'ai moins B, moins mu IN J. Bon, ker absorbe le moins 1, évidemment. Et ça veut dire finalement que J, j'ai oublié de mettre ça, J ker de ça, c'est égal au ker de B plus mu I de N J. Mais comme J est bijectif, ils ont même dimension. Donc on va avoir ici, je peux écrire que la dimension ici, c'est égal à la dimension là. D'accord? Puisque J, la multiplication par J, c'est bijectif. Bien. Donc, ils ont même dimension de noyau itéré. Pas même noyau itéré, mais même dimension de noyau itéré. Bien. Alors, maintenant, regardez, comme mu est différent de 0, pourquoi mu est différent de 0 ? Parce que mu carré est une racine du polynôme caractéristique de A, donc c'est qu'on appelle lambda, et comme A est dans GLN, lambda n'est pas nul, hein, parce que les valeurs propres d'une matrice inversible ne sont jamais nulles. Bien, alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les deux polynômes, x moins mu puissance j et x plus mu
puissance j, que l'on applique à B ici, sont premiers entre eux. D'accord? On est sur C, ils n'ont pas de racine commune, la seule racine du premier c'est mu, la seule racine du second c'est moins mu. Comme mu est non nul, mu est différent de moins mu, donc ils sont premiers entre eux. Et donc on va pouvoir appliquer le lemme des noyaux. Le lemme des noyaux, il nous dit que la somme... Alors c'est marrant parce que vous remarquerez que on est en train d'utiliser le lemme des noyaux à l'envers de ce qu'on utilise d'habitude. On est en train de regarder l'égalité dans l'autre sens. C'est-à-dire on part de là, on ne décompose pas, quoi. On recompose. Donc on part de là, plus ça, eh ben, c'est égal. D'accord? Donc la dimension, ce que je suis en train de dire, c'est que si P et Q sont premiers entre eux, ker de P de B, somme directe, ker de Q de B, est égal à ker de PQ de B. Et PQ, ben, c'est x moins mu puissance j facteur de x plus mu puissance j, ça fait x2 moins mu2, donc x2 moins lambda, puissance j. Donc ça veut dire que ça, c'est égal à ker de B2 moins lambda I de n puissance j. Voilà, c'est le lemme des noyaux. D'accord? Alors, maintenant, on va regarder quelle est sa dimension. Parce que ces deux sous-espaces, ils sont isomorphes. D'accord? C'est ce qu'on a vu ici. D'accord? Voilà. Ils sont isomorphes, ils sont de même dimension. Donc, la dimension d'un de ces deux sous-espaces est égale à la dimension de ça divisé par 2. Mais quelle est la dimension de ça? B2, on l'a calculé. B2, c'est AA en diagonale. Donc, quand on va regarder la dimension de ker de B2 moins lambda I2N J, quand on résout le système, on va résoudre deux fois le même système en A. D'accord? C'est-à-dire que ça va être égal à deux fois la dimension de ker de A moins lambda IN, cette fois-ci, puissance J. Voilà. Donc, ça, c'était égal à deux fois la dimension de ça. Donc, on peut simplifier par 2. Ça veut dire que la dimension de ker de A moins lambda INJ, c'est égal à la dimension de ker de B, plus ou moins, comme vous voulez, c'est la même chose, de mu I de NJ. Donc, on retrouve bien que les invariants de similitude de B, hein, pour tout mu dans le spectre de B, c'est entièrement déterminé par l'équivalent pour A. Voilà, c'était une belle remarque de Toto, et c'est vrai que là, il y a zéro calcul, hein, vraiment zéro calcul. C'est terminé.